Bienvenue dans les récits interdits. Ici, on raconte des histoires vraies qui déstabilisent, avec des témoins et des faits posés clairement. Un glitch dans la matrice, c'est un moment où la réalité plante brièvement comme un court-circuit. Un décalage discret mais net. Le temps, l'espace, la mémoire ou la perception ne s'alignent plus tout à fait, comme s'il y avait eu une petite erreur dans le point du réel. Aujourd'hui, 3 cas emblématiques. Au Chili, en 1977, un caporal revient d'une patrouille avec 5 jours d'avance sur sa montre, après 15 minutes d'absence. En Angleterre médiévale, à Woolpit, 2 enfants à la peau verdâtre apparaissent au bord d'un fossé et bousculent toutes les certitudes du village. En 1964, près de Solway Firth, une photo familiale révèle une silhouette casquée que personne n'avait vue au moment du déclic. Si ce genre de récit vous parle, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. Pour soutenir l'enquête et les prochaines vidéos, le Tipeee existe aussi, il est en description. Nord du Chili, altitude élevée, air sec qui râpe la gorge, fin avril. La petite ville la plus proche est Poutré. Une escouade de 8 militaires tient un poste près d'un enclos à chevaux. Ils dorment en quinconce, manches tièdes, surveille des bêtes prévues pour des déplacements plus bas dans la vallée. On leur a dit de signaler tout mouvement. Le chef s'appelle Armando Valdés, 23 ans, caporal, silhouette mince, pas le genre à fanfaronner. Sur sa gauche, Rios, conscrit, 19 ans, nerveux, qui bouge les doigts dès qu'il s'ennuie. À sa droite, Araya, 26 ans, déjà 2 années de service, plus posé, observateur. Les autres viennent des bourgeoisins et ont la tête de jeunes pères ou de frères aînés envoyés là parce qu'il faut bien tenir ses nuits de vent. Vers 3h45, la température reprend. On entend les chevaux remuer dans l'enclos. La radio claque parfois sur un souffle, sans message intelligible. Rios repère le premier, un point blanc, bas sur l'horizon, stable. Il ne dit rien, une seconde de trop, de peur d'avoir imaginé. Araya lève le menton, et là, ils voient tous les deux la même chose. Une lueur blanche, posée au-dessus d'un replat, sans sentiment, sans déplacement. Valdés fait signe qu'il a compris. Il garde la main ouverte pour demander que silence. Il réajuste sa sangle, vérifie le verrou de son fusil, puis donne un ordre bref. « Personne ne bouge, je vais voir ». Il marche droit vers une butte qui masque la zone lumineuse. Le sol avale le bruit, sa silhouette se découpe puis disparaît derrière la pente. Le groupe reste en ligne, à l'abri relatif d'un muret. Chacun retrouve ses appuis. Rios regarde sa montre. Besoin de cadrer le temps. Araya scrute le ciel, cherche un bruit, un clignotement, un mouvement. Rien. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Les gants deviennent rigides. La radio reste muette. À 15 minutes, Valdés réapparaît. Même trajectoire, pas de course. Une marche ralentie, épaules légèrement verrouillées. Arrivé devant les hommes, il balaye les visages comme pour remettre des noms dessus. Araya remarque tout de suite un changement. Les poils autour de la mâchoire, la peau tendue, ce regard qui accroche mal. Rios va pour poser une question, s'arrête. Valdés dit une phrase sans emphase, sans haussement de ton. « Vous ne savez pas qui nous sommes, ni d'où nous venons ?» Silence net. Araya attrape doucement le poignet gauche du caporal. La montre est une mécanique avec quantième. Cadran clair, petit guichet, rectangulaire. Il l'incline sous une lampe. 30. On est le 25. Rios répète bas, 30. Valdés demande de l'eau, boit une gorgée, s'assoit contre la pierre. On est loin d'un tableau de science-fiction. Il n'y a que des gants glacés, un chef vidé et un cadran qui accuse 5 jours d'avance. Le retour à la base se passe dans un silence complet. Personne ne parle pendant le trajet. Une fois sur place, l'infirmier examine Valdés. Tension normale, aucun traumatisme visible. Juste un regard vide, comme s'il revenait d'une nuit sans sommeil. Le sous-officier de service demande à chaque soldat de décrire la scène. On note tout, ligne par ligne. La lueur blanche sur l'horizon,
la marche vers la butte, l'absence totale de contact radio, puis le retour du caporal, sa phrase étrange et enfin l'amont. Le rapport parle de 15 minutes d'absence. L'objet au poignet, lui, affiche 5 jours d'avance. Dans les jours qui suivirent, un journaliste local se procure un écho de l'incident. Les témoins ne donnent pas d'interview fleuve. Ce sont des militaires. Ils confirment à demi-mot, répétant les mêmes points. La presse régionale publie la trame. Les radios en parlent. Dans les cafés, chacun a une explication. L'hypoxie à plus de 3000 mètres fausse la perception. Les montres mécaniques changent de date si on tourne la couronne. Les farces existent aussi. Ces scénarios ont du bon sens si on les appuie. Qui a touché la montre, à quel moment, pourquoi personne ne le déclare, comment une barbe gagne en épaisseur en 15 minutes. Si c'est une farce, pourquoi aucun des 8 ne s'est trahi en 40 ans? Alors le dossier n'a rien de spectaculaire, pas d'explosion, pas d'image surnaturelle, 3 faits précis reviennent à chaque fois. 15 minutes d'absence, un visage marqué, une montre qui avance de 5 jours. Des années plus tard, Valdès a quitté l'armée et il est devenu pasteur et parle rarement de cette nuit-là. Quand il le fait, son récit reste identique. Pas de version nouvelle, pas de détails ajoutés. Il explique simplement qu'il a vécu un événement qu'il ne parvient pas à classer. Cette régularité intrigue les enquêteurs. Ce qu'il dit n'a pas changé, c'est souvent ce genre de constance qui donne du poids à une histoire. Le village s'appelle Woolpit, on est en Angleterre au XVIIe siècle. Les chroniques de l'époque notent des faits marquants avec un ton sec. Alors on lit des récoltes, des feux, des visites, des naissances et des choses étranges quand elles surviennent. Un matin d'été, des paysans inspectent des fosses à loups à la lisière du bourg. 2 enfants surgissent d'un fossé, un garçon mince et une fille du même âge. Ils portent des vêtements dont la trame et la coupe ne rappellent pas les habits locaux. Leur peau a une teinte verte, légère mais visible. On leur parle et ils répondent, mais la langue leur échappe. Aucun dialecte du coin ne correspond. Dans le village, la nouvelle circule vite. 2 enfants inconnus à la peau étrange, sortis d'un fossé. Les paysans ne savent pas quoi en faire. En moins d'1 heure, on décide de les conduire jusqu'au manoir de Richard de Calnay. Le seigneur local, celui qu'on appelle quand un événement dépasse les habitudes. En fin de matinée, la petite troupe traverse la place, les cloches sonnent la messe, les femmes s'arrêtent pour regarder. On marche lentement, les enfants semblent épuisés, accrochés l'un à l'autre. À leur arrivée dans la grande salle du château, le feu brûle déjà dans la cheminée. Le seigneur les observe, sans prononcer un mot, puis fait signe à ses servantes d'apporter de quoi les nourrir. Sur la table, on dépose du pain, du fromage, des légumes cuits, un peu de poisson et de la viande salée. Les enfants restent immobiles, les yeux fixés sur les plats. Ils reculent quand on les pousse à goûter. Ce n'est que lorsque on pose un panier de fèves crues qu'ils se précipitent dessus, cassent les gousses avec leurs doigts et mangent à pleine main. Les jours suivants, le garçon dépérit. Il ne s'adapte pas, dort beaucoup. Il meurt au bout de quelques semaines, malgré les soins simples que la maison sait leur donner. La fille, elle tient bon. On lui fait un lit près de la cuisine, là où il fait chaud. Une servante lui apprend des mots, le nom des objets, puis des actions simples. Elle répète, hésite, recommence. Les semaines passent, sa peau perd un peu de sa teinte verte. Son regard devient plus vif. Au fil des mois, elle apprend à nommer les choses, puis à relier les idées entre elles. Et un soir, sans qu'on l'ait forcée, elle commence à raconter son monde, la lumière basse, les passages souterrains, le son de la cloche qui l'a conduite jusqu'à la surface. Le récit qu'elle livre reste simple et précis. Elle décrit un lieu baigné d'une lueur faible et constante, sans véritable jour ni nuit. Le sol s'enfonce sous forme de galeries et de couloirs avec des cours d'eau qui forment des frontières naturelles. Elle raconte avoir entendu un son de cloche venu d'au-dessus, l'avoir suivi avec son frère jusqu'à une ouverture. Une fois dehors, la lumière du soleil les a aveuglés. Ils ont marché jusqu'à un champ avant de s'effondrer, incapables d'expliquer d'où ils venaient.
Deux chroniqueurs consignent alors cette histoire, William of Newburgh et Ralph de Coggeshall Hall. Ils vivent dans des abbayes différentes et n'ont pas collaboré. Leur texte reste concis, rédigé dans le même ton sec qu'ils utilisent pour noter les faits de leur époque. Tous deux mentionnent la couleur de peau, la langue inconnue, les fèves crues, la mort du garçon, la guérison, l'intégration de la fille, ainsi que la lumière basse du monde qu'elle décrit. Leur cohérence renforce la crédibilité du témoignage. Aucun ne cherche à moraliser ou à enjoliver, ils consignent simplement ce qu'ils ont entendu. Les historiens modernes, eux, y voient peut-être une tentative d'explication naturelle. Des enfants réfugiés, probablement flamands, auraient erré dans des mines désaffectées, et ça explique un petit peu le dialecte inconnu. Et le fait qu'ils soient marqués par la malnutrition et le fait qu'ils aient vécu dans des souterrains peut expliquer la peau verte au début qui serait redevenue normale par la suite, au contact justement de la lumière. Mais avec ces hypothèses, certains détails résistent. La description du monde souterrain, la lumière sans source claire et surtout cette scène précise du son qui les attire vers la surface. À King's Lynn, la jeune fille finit par s'intégrer, elle devient adulte, se marie, élève des enfants et mène une vie semblable à celle des habitants du bourg. Elle ne cherche pas à raconter son passé à tout le monde, ni à en tirer profit. Lorsqu'on l'interroge, elle décrit toujours les faits de la même manière, sans les modifier. L'histoire conserve son intérêt parce qu'elle reste concrète. On y trouve des personnes identifiées, des gestes quotidiens, des repas partagés, une langue que la fille apprend peu à peu et un village qui l'intègre sans, ma foi, tout comprend. Mais 1964, nord-ouest de l'Angleterre, Jim Templeton, pompier volontaire, part l'après-midi en promenade avec sa fille Elizabeth, près de Burgh March. Il emporte avec lui un appareil photo Kodak grand public. Sur place, il place son enfant face à lui, s'accroupit pour être à la hauteur et prend 3 clichés, à quelques secondes d'intervalle. La séance s'arrête là, ils rentrent chez eux. Le lendemain, Templeton dépose la pellicule chez le photographe du coin pour la faire développer. Quand les tirages sont prêts, le commerçant remarque un détail anormal sur la 3e photo. Derrière l'enfant, on voit une silhouette claire, épaules marquées, forme arrondie au niveau de la tête. Le commerçant conserve le négatif, vérifie l'absence de rayures évidentes et transmet une copie à Kodak pour avis. Quelques jours plus tard, la lettre de Kodak arrive, elle est datée du 22 mai 1964. L'entreprise confirme que le négatif a été examiné par 2 techniciens et pour eux, aucune trace de retouche, aucune superposition, aucun défaut chimique. Alors, pour eux, le cliché est authentique. Le tirage correspond parfaitement à ce que la pellicule a capté sur le terrain. Dès la semaine suivante, un journal local de Carlisle publie l'histoire sous le titre « L'homme de l'espace de Solway Firth ». En quelques jours, d'autres réactions reprennent l'image. Des journalistes se rendent directement au domicile de Jim Templeton, sur Lonsdale Street, pour l'interviewer. Il répond calmement, montre les 3 photos côte à côte et explique qu'il n'a vu personne sur le marais ce jour-là. Le 3e jour, après la publication, 2 hommes en costume sombre se présentent à la caserne où ils travaillent. Ils se disent envoyés par le gouvernement, mais refusent de donner leur nom. Ils l'invitent à les accompagner en voiture jusqu'au lieu exact de la prise de vue. Sur place, ils lui demandent de reproduire la position, de désigner la direction du vent et de décrire le déroulé précis de la séance de photos. Une fois les questions terminées, les 2 hommes remontent dans leur voiture noire et disparaissent sans plus de précision. Templeton racontera souvent cet épisode sans jamais avoir su qui ils étaient ni ce que cherchaient ces 2 hommes. Alors on peut tenter de donner une explication un peu plus rationnelle à cette histoire. Sur ces modèles Kodak, le viseur n'affiche pas exactement tout le champ que la pellicule enregistre. Le cadre visible par le photographe est plus étroit que l'image finale. Un tiers peut donc se trouver hors viseur pour
pour l'œil de Templeton, alors qu'il est dans le cadre pour la pellicule. Autre point, l'exposition. Par lumière forte et vêtements clairs, la pellicule sature et efface les détails comme les plis ou les coutures, créant une surface blanche uniforme. Désagrandissement de la zone arrière montre un coude replié, compatible avec un bras humain. L'ensemble cadre avec une personne passée en arrière-plan, probablement vêtue de façon très claire, non vue par le viseur, et du coup ça a été enregistré par la pellicule. Alors qu'est-ce que ça signifie ? La photo n'est pas truquée, la silhouette peut s'expliquer par la différence viseur-pellicule et par la surexposition d'un vêtement clair. Templeton dit ne pas avoir aperçu de personne au moment du déclenchement. Les deux affirmations peuvent très bien cohabiter. L'œil ne voyait pas la bande latérale que l'appareil capturait, d'où la découverte pendant le développement. Alors, cette histoire a connu un certain succès médiatique. L'image circule largement dans un contexte national marqué par la conquête spatiale. Le terme astronaute apparaît dans les titres. Templeton maintient sa version au fil des années, 3 photos prises à la suite, aucune personne repérée sur place et une silhouette qu'il découvre seulement lors du tirage. Alors si ces récits ne livrent pas une réponse unique, ils montrent des points de rupture. Là où le monde continue, mais plus tout à fait selon les mêmes règles. C'est peut-être ça un glitch dans la matrice. Une faille brève où la réalité ne se brise pas, elle se décale juste. Alors si ce genre d'histoire vous parle, abonnez-vous, et si vous voulez qu'on explore plus loin, documents, témoins, reconstitution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez nous aider, le lien vers Tipeee est en description. Chaque soutien nous aide à creuser un peu plus ces zones où le réel semble hésiter. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, on se retrouve bientôt pour une nouvelle anomalie du quotidien.